Bonjour, on va commencer cette troisième vidéo sur la relation entre le médecin, le sport et l'électrocardiogramme. Et on a déjà vu dans la première partie le certificat médical, les difficultés pour le remplir, ce qu'il faut poser comme question et quand est-ce qu'il faut faire un électro. On a vu que ce n'était pas du tout automatique l'électrocardiogramme, mais réservé à un certain nombre de situations. On a vu les variantes de la normale qui pouvaient nous tromper, qui étaient des faux positifs. Et donc, il faut bien connaître les faux positifs, c'est-à-dire les sujets les plus à risque de montrer les petites anomalies qui sont liées tout simplement au sport ou alors à la condition ethnologique ou l'âge ou le sexe de l'individu. Là, on va travailler les pathologies à haut risque et je vais vous donner des conseils. D'accord? Alors, on va étudier les conseils pour une bonne raison, c'est que l'activité physique, si c'est bon pour la santé, eh ben, si les sujets âgés prolongent leur espérance de vie, il faut quand même savoir que dans un petit nombre de cas, on l'a vu déjà tout à l'heure, il y a quand même un risque très rare, hein, de mort subite plus on vieillissait, en particulier chez l'adulte, le mâle, dans les compétitions, dans les relations, le sport de loisirs, hein, et en cas d'effort intense. Alors 4 sur 100 000 athlètes par an, ça veut dire que l'électrocardiogramme, il a intérêt à être performant et ciblé sur les sujets les plus à risque. Mais enfin, il n'y a pas que l'électrocardiogramme qui est intéressant dans la consultation avec le cardiologue. On l'a vu dans la partie 1. OK? On va parler de l'ECG pour dire que dans la première partie, on avait vu que c'était difficile de repérer des variantes de la normale, en particulier chez l'enfant, l'homme, l'Africain et l'athlète, qui avait des erreurs fréquentes liées à la technique, et que l'utilité, elle dépendait un petit peu de votre habitude, hein, à classer les électrocardiogrammes pour ne pas, comment dirais-je, surévaluer des petites anomalies qui ne le méritent pas. Donc on a fait ça dans le premier tube. Et là, aujourd'hui, on va essayer d'améliorer votre sensibilité à repérer des petites anomalies qui, elles, valent le coup, hein. C'est-à-dire en repérant, limitant le nombre de faux négatifs parce que vous manquez un peu d'expérience et que des fois c'est difficile. Donc on va voir ça tous ensemble. Les petites anomalies, lorsqu'elles sont sous-évaluées, peuvent donner des gros incendies, alors que si vous contrôlez comme le haut, vous éteignez rapidement un petit feu. Alors, on va utiliser le document publié par Sharma en 2018 par la Société européenne de cardiologie. C'est pas mal leur travail parce que c'est très abouti. C'est vrai que ça concerne l'athlète, c'est-à-dire celui qui fait au moins 8 heures de sport par semaine, et on doute bien que son cœur n'est pas le même que celui des autres et qu'il y a des modifications secondaires à l'entraînement. Donc on a vu ça dans la première partie, les modifications secondaires à l'entraînement. On va pas revenir là-dessus. Là, on a vu qu'il y avait des risques orange, c'est-à-dire que s'il n'y a qu'une seule anomalie, il n'y a pas besoin de faire de bilan cardiovasculaire, c'est l'hypertrophie atriale, la déviation axiale des QRS et le bloc de bronche droit inférieur à 140 millisecondes. S'il n'y a que ça, il n'y a pas besoin de faire de bilan complémentaire. Alors, il ne faut pas se tromper aussi quand on classe bien les malades, parce qu'il y a tout ça à retenir. Je ne vais pas vous en faire un cours, je ne vais pas vous les décrire. On va voir les formes les plus importantes à reconnaître sur un électrocardiogramme. Les gens étant asymptomatiques, c'est relativement rare qu'on découvre des choses, mais il y a des petites anomalies qui paraissent innocentes et qui ne le sont pas, et c'est ce que nous allons voir. Donc, la première chose à bien connaître dans toutes ces anomalies oranges qu'on a vues tout à l'heure, hein, c'est le bloc de branche droit, hein. Si vous regardez bien à gauche, en V1, c'est là qu'on reconnaît les blocs de branche droit, puisque c'est la dérivation supéro-droite par excellence. Donc on voit un RSR' qui fait moins de 140 millisecondes, avec une onde S de 40 millisecondes en V6. L'axe du cœur est normal, puisque D1, D2, D3 est normal. Enfin, excusez-moi, vous n'avez pas l'axe, c'est en D2 que vous l'avez tout en bas. L'axe du cœur est normal. Les ondes Q sont fines, tout à fait fines. On a tout à fait le droit d'avoir des micro-ondes Q jusqu'à V3. Donc, pas de problème. Celui-ci, c'est complètement différent. Vous voyez, on a un retard droit avec une onde R' de type ventriculaire droite qui est vraiment impressionnante. Cette onde R' explique que le QRS dépasse les 140 millisecondes. Les QRS sont très moches, on appelle ça fragmenté, boum, 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 en V2, V3. En plus, il y a du ST-. On voit bien la différence entre un bloc de branche droit normal et un bloc de branche droit avec hypertrophie ventriculaire. Peut-être gauche, je ne sais pas, puisqu'on est à gauche. En tous les cas, il n'y a pas donc de ST négatif, ni en D2, ni dans toutes ces dérivations. Donc il a deux bonnes raisons, ce patient, comment dirais-je, d'arrêter le sport si vous découvrez un bloc de branche droit supérieur à 40 millisecondes et un ST-. Là, c'est pour compléter. Je vous laisse appuyer sur pause à chaque fois, hein.
vous présente un ECG, vous le regardez et vous essayez de tirer le maximum de renseignements, une bonne description avec les 5 éléments dont on a déjà parlé dans les autres formations, hein, le rythme, le PR, la forme des QRS, la replanation et le QT. Ici, c'est simple. On voit bien que le retard à la conduction se passe en D1V6, c'est-à-dire les dérivations gauche. Il y a un bloc de branche gauche. Donc, c'est interdit de faire du sport avec un bloc de branche gauche si on n'a pas le feu vert du cardiologue. On est d'accord, hein. Évidemment qu'un bloc de branche gauche, ça se surveille. La preuve, c'est que vous voyez qu'à gauche, on a un rythme sinusal, et puis qu'ensuite, on a un BAV 2/1. Voilà un exemple pour lequel il faut explorer les blocs de branche gauche, c'est qu'il est parfois associé à des troubles de conduction plus compliqués, ou des cardiopathies, et qu'il faut, ou des coronaropathies, il faut vraiment faire le tour, hein. C'est relativement facile, je ne vais pas m'attarder. Ici, nous avons peut-être une contre-indication au sport, mais que les électrodes sont complètement différents de tout à l'heure. On voit que les QRS sont un peu larges, 129 à gauche, 113, vous voyez ici là, à droite, hein, on peut le souligner. Donc 113, c'est pas un bloc droit complet, parce qu'il faut 120, mais on voit que là et là, la deuxième partie de l'ondaire n'est pas du tout fine comme tout à l'heure, elle est en triangle, hein, avec un aspect en selle de cheval, ici et là. Et là, on a un aspect vraiment de R' qui fait plus de 2 mm, puis ça redescend comme ça, un peu en dôme ou en triangle. Et ça, c'est caractéristique d'une maladie. Alors, laquelle? Hein. C'est pas très bien connu encore en France. Surtout les formes comme ça sont souvent mal connues. Celle-là, ça commence à faire peur. De toute façon, le QRS fait 130 et que c'est pas un bloc droit. C'est un quoi? C'est un. Eh ben, j'y arrive pas, ça passe pas. Marrant. Ça passe pas du tout. Je sais pas pourquoi. Faut que j'arrête peut-être. Voilà. Alors, c'est un Brugada type 1. D'accord? Alors, un Brugada type 1, c'est une contre-indication absolue au sport, hein. Il y a un risque de tachycardie ventriculaire. Je ne vais pas vous en dire plus. Il faut aller travailler sur le site internet les Brugada, comme on va le voir, parce que c'est une contre-indication absolue au sport. Le 2, il y a une tolérance. En même temps, il y a des passages de 2 à 1, donc je l'ai mis en orange pour que vous envoyiez ce patient en consultation cardio, parce que entre le 1 et le 2, on voit bien que cette petite onde R' là et là, bah, elle pourrait très bien devenir grande à des fréquences ou dans des situations différentes. Donc, à explorer toutes les deux sans hésiter. Alors, regardez bien ces 4 ECG. Dites-moi, si vous repérez un Brugada, appuyez sur pause. Et vous voyez que bah, c'est quand même bizarre, ces ondes R', hein. Là. Alors là, c'est juste V1, c'est vraiment subtil. On voit quand même un peu un aspect selle de cheval. Et là, c'est vraiment carrément un ECG de type Brugada, très clairement. Donc, vous avez des ST+ en triangle. Celui-ci, il fait plus de 2 mm. C'est vraiment un Brugada type 1. Et celui-là, il est plus délicat à dire. Est-ce que c'est un Brugada type 1 ou 2 et que c'est un peu subtil? Je voulais vous montrer les exemples pour que vous alliez sur le site internet et que vous posiez des questions sur savoir reconnaître un Bougada. C'est pas si simple que ça. Je sais pas pourquoi j'arrive pas à retirer ça, c'est agaçant. Deuxièmement, alors là, qu'est-ce qu'on fait? On peut le retirer? Non, on peut pas le retirer? Bon, je sais pas. Est-ce que ce patient peut faire du sport ou celui-là? Je vous laisse appuyer sur pause, hein. Vous voyez qu'à gauche, les QRS sont hypervoltés. Ils font 30 millisecondes. Là, ils font 40, hein, c'est quand même beaucoup, hein. Puis il y a une onde Q déjà. Là, il y a une onde J de repolarisation précoce, fréquente chez les sujets jeunes, masculins. C'est pas forcément les Africains qui ont ça, hein, tout le monde a ça. C'est peut-être parfois plus marqué chez les Africains en V4, V5. Et on n'a pas d'onde Q, il y a une petite onde R là. Tout ça est tout à fait possible de faire du sport avec cet électrocardiogramme. Il n'y a pas de sous-décalage de ST, il n'y a pas d'onde T inversée, il n'y a pas de bloc de branche. Il a le QRS du sportif. Là, en revanche, ça va pas parce que le QRS du sportif s'accompagne jamais d'un ST-. D'accord? Donc, quand il y a un ST- comme ça va pas. Avec des ondes T négatives au-delà de V4, vous voyez que les ondes T dépassent V4, il y en a encore une là.
Ça va pas du tout et ce patient doit être exploré et il avait une cardiomyopathie, tandis qu'à gauche, c'est un sujet jeune avec un électro normal. Pas facile la différence, hein. Donc, mais souvenez-vous, le S-témoin et le témoin, c'est tellement simple, hein. D'ailleurs, on va le voir sur cet électrocardiogramme, hein. À gauche, on a encore des QRS amples, à droite aussi, encore plus amples et un peu plus larges même, et on voit bien qu'il y a des anomalies de la repolarisation qui dépassent V3, hein. C'est pas des sujets jeunes, ça. Là apparaissent des ondes T d'HVG. Là, c'est pareil, c'est une cardiomyopathie très probablement, avec des ondes T inversées, très profondes comme ça. On n'a pas le droit, hein, pas du tout le droit, même s'il est africain, d'avoir des ondes T inversées qui dépassent V4, V5 comme ça. Interdit. D'ailleurs, il a une cardiomyopathie et c'était un homme jeune. Donc, voilà encore une belle contre-indication au sport. Alors là, il demande à reprendre le jogging, ce patient. Il est un petit peu essoufflé. Il dit oui, je suis un peu essoufflé, c'est parce que je dois être gros. Donc, vous savez, les gens ils essaient de nous faire croire n'importe quoi, hein, pour refaire du sport. Ou alors ils sont inquiets et vous allez leur rendre un vrai service parce qu'ils vont vous écouter. On leur dit oh là là. Alors, vous appuyez sur pause, puis vous me dites ce que vous trouvez d'anormal et s'il y a une contre-indication au sport. Les cuirasses sont fins, petits. C'est pas très bon toujours d'avoir des petits cuirasses, hein. Mais les obèses ont plus tendance à avoir des cuirasses plus fins. Et là, si vous regardez bien, hein, vous avez fini de votre pause là, vous voyez un RSR'. Bon, bah, RSR' en V1, c'est rien du tout. Ça n'a rien à voir avec un Bourgada ni avec un bloc droit. En revanche, il y a les ondes T inversées. D'accord? Ces ondes T inversées, chez un sujet caucasien, c'est tout à fait anormal, en V2, V3, V4, V5, V6, hein. Donc, il faut bien regarder, interdire le sport, éventuellement regarder un peu par amplification encore un peu mieux V1 là, et vous allez voir quelque chose qui n'est pas très bien connu, et la plupart des gens ne savent pas les repérer. Honnêtement, c'est difficile. Mais c'est surtout difficile si vous ne savez pas les repérer. C'est ces petites ondes epsilon qui apparaissent après le QRS, qui n'ont rien à voir avec la rotation et qui sont généralement présentes qu'en V1. Bon, on peut les voir ailleurs, mais je vous laisse aller sur le site pour avoir beaucoup d'exemples. Ces petites coquineries-là sont la traduction d'une maladie qu'on appelle la cardiomyopathie ventriculaire droite arythmogène. Donc, il y a la maladie du cœur gauche et les maladies du cœur droit. Et c'est souvent en V1 qu'on repère les maladies du cœur droit, V1, V2 et Brugada, et à gauche, V5, V6, les grands QRS avec les ondes T inversées. Donc là, on est en présence de deux électrodes, il y en a un qui peut pouvoir faire du sport, pas l'autre. Lequel? À gauche, vous avez un sujet d'origine africaine. Ils ont souvent, comme les femmes, les ondes T inversées en V1, V2, V3. Ça va pas jusqu'en V4, d'accord? Bon, même si là, on peut chipoter. Les QRS sont très fins, il n'y a pas de S témoin. C'est une repération juvénile qui peut se voir chez la femme jeune, jusqu'à 20 ans par exemple, parfois un peu plus, 22, 23. Et c'est présent chez l'enfant et ça persiste. On appelle ça aussi la repération persistante de l'enfant. Ici, c'est pas du tout pareil. Ici, on voit que les ondes T sont inversées. Les QRS sont beaucoup plus larges, hein, que là. L'onde T est inversée au-delà de V4. V4, V5, et les caucasiennes, et c'est une femme, donc ça n'a rien à voir avec ce qu'on vient de voir, hein. C'est vraiment, dans le premier cas, une repolarisation juvénile, dans le deuxième cas, une repolarisation anormale, avec des ondes T inversées, et puis ce qu'on appelle le signe de l'onde S qui remonte lentement, peu importe. Et enfin, il y a peut-être une onde epsilon, et ben oui, il y en a une. D'accord? Vous avez vu que personne ne la voit au premier coup d'œil, c'est quand même beaucoup plus facile avec la flèche. Et c'est plus facile à se mémoriser quand on sait qu'on ne sait pas bien les lire. Voilà, donc là voilà l'onde epsilon, et c'est vraiment une cardiomyopathie arythmogène typique. Alors cette femme de 50 ans a-t-elle le droit de faire du sport? Elle veut faire du sport en piscine, elle a un peu de poids, ou je ne sais pas quoi. Moi, elle veut reprendre une activité, la natation, on lui a dit que c'était bon pour la santé, qu'il fallait voir un médecin. Et elle a raison. La femme, après 45 ans, surtout si on commence à être hyper tendu et avoir le moindre symptôme, c'est bien d'avoir un ECG au moins de départ. Puis de toute façon, une bonne discussion avec le cardiologue, hein. Et là, vous avez bien fait. Parce que si vous regardez bien, il y a quelque chose qui ne va pas, hein. Alors, qu'est-ce qui ne va pas? Eh bien, ce qui ne va pas, c'est long de cul. Voilà, je l'ai agrandi un peu pour vous faire plaisir. On voit bien elle fait 1 millimètre, là, c'est 1 millimètre, ça, hein, c'est la ligne entre deux pointillés. Elle est même plus large que l'onde R, et là, c'est pareil. Donc, c'est une onde Q qui fait plus de 30 millisecondes.
dans deux dérivations contiguës, elle a une onde Q anormale. Je ne sais pas si c'est une séquelle de nécrose, mais j'écris dans le dossier, je trouve qu'il existe des ondes Q anormales et profondes dans les dérivations D3VF, et je préfère que vous ne fassiez pas du sport. Et heureusement qu'elle ne fait pas du sport parce qu'elle avait une séquelle d'infarctus. Bon, je passe. Alors, là, petit cours sur les ondes Q anormales, évidemment. Les ondes Q sont normales quand elles sont fines et qu'elles font moins de 20 millisecondes dans toutes les dérivations sauf V1, V2 et D3 où elles peuvent faire 30 millisecondes. Vous allez me dire, c'est compliqué à retenir. En gros, retenez 20 millisecondes partout sauf 30 en D3. Et ici, vous voyez ce que c'est que des ondes Q fines, hein, ça se voit à l'œil nu, hein. L'onde Q fine là, c'est le miroir de l'onde R, c'est-à-dire la dépolarisation septale vue de la paroi latérale gauche. Le septum se dépolarise en premier, et la paroi gauche ne peut pas se dépolariser puisqu'il faut du temps pour arriver jusqu'à la paroi latérale gauche. Ok, bon, alors là, c'est quoi? Oh, bah là, il y a les ondes Q, hein. Donc là, elle n'a pas le droit, puisqu'elle a une onde Q dans deux dérivations. En fait, elle a le droit si vous mettez les électrodes bien comme il faut. Parce que souvent, les électrodes sont mal placées. Et voilà ce que ça génère, des fausses ondes Q de nécrose, un stress, etc. Il suffisait de mettre son électrode cardiogramme un peu plus bas que là où c'était, et vous aurez, on le reconnaît au fait qu'il y a une petite onde R' ici, c'est pas normal, hein. Et l'onde P est négative en V2, c'est pas normal. Vous voyez que l'onde P est positive ici, qu'il n'y a pas cette onde R'. Avec un peu d'habitude, les électrodes trop haut placées, ça se repère avec plusieurs critères. Puis vous voyez bien que le QRS est trop petit, là, ça va pas, il n'y a pas de transition correcte. Là, c'est très bien mis. En revanche, au milieu, en B, en C, je les ai déjà mis en rouge. Bon, là, les ondes Q sont faciles à repérer, hein. Elles démarrent en V2, il n'y en a pas en V2. Il y a une onde Q en V1, V2, il n'y en a pas. Là, c'est une onde QS. Bon, c'est facile. Je vous renvoie sur le site internet les ondes Q anormales. On va avancer avec encore deux électros. J'espère que vous n'êtes pas trop fatigué. Appuyez sur pause. Il y a encore deux choses à bien reconnaître sur un électrocardiogramme. Alors, est-ce que vous allez trouver pourquoi il ne peut pas faire du sport, ce jeune homme de 18 ans? C'est pas très grave ce qu'il a. Très probablement pas grave, mais il n'a pas le droit de faire du sport. Pourquoi? Pour l'instant, hein, le temps qu'on fasse l'évaluation et peut-être un traitement, parce qu'il a une préexcitation, c'est-à-dire une onde delta qui suit un PR court. D'accord? Vous voyez bien qu'ici, le pied du QRS commence à la fin de l'onde P. Et puis tout ça est anormal, il n'y a pas de zone de transition, c'est tout à fait anormal. On le repère un tout petit peu ici avec l'habitude, et là, l'onde Q est tout à fait anormale aussi. OK? Donc, il a une préexcitation qui est liée à un faisceau de Ken, c'est-à-dire une anomalie congénitale, un faisceau accessoire qui relie l'oreillette gauche au ventricule gauche, dans le cas précis, au ventricule gauche, et ça préexcite la paroi latérale du ventricule gauche. Et vous avez bien compris que c'est pas très bon d'avoir deux influx qui arrivent en même temps dans le ventricule gauche. On va avoir des tachycardies par réentrée, et puis parfois même des fibrillations atriales. C'est le syndrome de Wolff-Parkinson-White. Il faut le montrer à un cardiologue. Dans 80% des cas, c'est pas grave. Mais enfin, 20%, ça fait beaucoup. Donc, c'est pas à vous de décider. Et il faut le montrer. Donc, c'est une contre-indication pour un bilan secondaire. C'est peut-être un Wolff-Parkinson-White. Pour l'instant, c'est une préexcitation sur le CG. Mais s'il a des symptômes, ça sera un Wolff-Parkinson-White. Là, c'est un autre patient, il a 21 ans. Alors, il peut faire du sport ou pas? Alors, commencez par regarder à gauche, hein, toujours, hein. On commence ici, on lit de haut en bas. Dès qu'on arrive en D1, on voit tout de suite qu'il y a une onde delta là. Mais, hein, comme ça, je ne regarde pas n'importe où. Je vois ici une onde delta, d'accord? C'est un peu crocheté, il y a un PR un peu court, ça va pas. Ça va pas, ça me plaît pas. Je recommence ici, là ça va pas du tout cette descente, puis là j'ai une onde delta, une onde delta. Donc ce patient a lui aussi une onde delta. Elle est plus difficile à voir, c'est souvent subtil, c'est pour ça que je voulais vous les montrer. Et je vais même vous montrer un autre CG du même patient à un autre moment. Il est à une autre fréquence, il a quasiment plus de préexcitation. La plupart des cardiologues, la plupart des médecins ne le verront pas. Cette onde Q, elle est beaucoup trop bizarre, là, ne plaît pas, hein, et c'est le miroir de la préexcitation qui est là. Et puis, quand on a un petit peu l'habitude, là, on trouve que c'est un peu douteux aussi. Donc, vous voyez que c'est pas simple, hein, quand même, la préexcitation. Faut bien regarder, et en cas de doute, faut demander. Bon, je suis pas très sympa de vous montrer des cas difficiles, mais c'est un peu mon boulot, hein. Allez en voir sur le site internet, il y a plein, plein, plein d'exemples. OK?
Allez, on a presque terminé. C'est dur, hein, appuyez sur pause. Et là, il y a un cinquième paramètre qu'il faut bien vérifier sur un électrocardiogramme avant d'autoriser la pratique du sport. J'espère que vous allez le trouver. Hein. Vous appuyez sur pause. Je maintiens le suspense. Quel est ce cinquième paramètre qu'il faut toujours mesurer sur un électrocardiogramme? Si vraiment vous êtes nul, ben vous ne savez pas, mais normalement vous devriez savoir hein, avant de faire un certificat du sport, c'est le QT. Le QT se mesure en V5 en général et à la fin de l'onde T. C'est pas toujours facile si l'onde T est plate. Là, j'ai mesuré pour vous. Puis Best Practice BMJ l'a fait aussi. Il dit c'est 425 milligrammes et il dit attention parce que la fréquence cardiaque est de 90, donc 425 c'est vraiment pathologique. Un peu trop avec la formule de Bazet, vous voyez qu'il y a d'autres formules, mais c'est proche de 480 et c'est une contre-indication au sport. 460 étant déjà anormal chez la femme, chez l'homme, 470 chez la femme et 480 chez le sportif. Enfin, on y est là. Hein. Donc, commencez pas à chipoter. Si votre ordinateur vous dit, oh là, il y a un QT qui est long, si vous hésitez, vous le remesurez vous-même, ce qu'il faut faire. De toute façon, il faut toujours le regarder un petit peu. On voit bien ici que ça dépasse le milieu de l'ondaire, là. Hein. Ça dépasse un peu le milieu de l'intervalle RR. Et le QT est probablement long. Je vous l'ai montré parce que c'est pas facile. Hein. D'accord? Puis c'est un QT long congénital chez quelqu'un de jeune. Hein. Donc, contre-indication au sport, envoyez-le voir un cardiologue. Il autorisera peut-être le sport plus tard hein, avec des médicaments, on verra, c'est pas votre problème. Un dernier ECG, vous allez faire vous-même les mesures de ce cinquième paramètre en appuyant sur pause. Hein. Vous allez regarder avec vos petits millimètres et vous allez les compter, et moi je le fais pour vous. Alors je le fais pour vous, j'aime pas du tout cette onde T en V4, ni en V2 je veux bien, mais en V3, V4, V5, là, cette onde T un peu en tente comme ça, elle me plaît pas du tout. Donc j'ai mesuré avec la tangente, avec la ligne de base, là c'est la prolongation de ce truc, et je trouve que c'est 490 millisecondes. Ensuite, je regarde la fréquence cardiaque, je la rentre dans l'ordinateur et je trouve que le QT est à 500 millisecondes, c'est beaucoup trop. Il a probablement un QT long congénital. C'est sur plusieurs ECG qu'on le dit, c'est pas un diagnostic qu'on annonce tout de suite aux patients. Voilà. On dit vous avez un QT long, j'aimerais faire des examens, je vous envoie au cardiologue, rythmologue pour qu'il fasse un bilan. D'accord? En attendant, vous ne faites pas de sport. Voilà, je crois que vous avez bien progressé sur la lecture de l'ECG. Vous avez vu qu'il y a pas mal de choses à connaître. Hein. L'ECG est au service de la clinique. Mais chez certains patients, les patients à risque, en vieillissant, il vaut mieux en faire un et chercher, savoir ce qu'on cherche. On a vu que si la très grande majorité des ECG étaient normaux et qu'il y avait des faux positifs, on l'a vu dans la première partie, euh, il y a des ECG killers. Je l'ai mis en rouge tout en bas. Hein. Et quand vous faites un ECG sportif, il faut les connaître, d'accord? Ces petites anomalies qui ne sont pas toujours simples, hein, comme ce qu'on vous a appris à la fac ne suffit pas, vous avez bien compris. Hein. Alors je vous le rappelle, même si c'est un peu exagéré ici, hein, il y a la préexcitation ventriculaire, il y a l'onde, le QRS en dôme ici avec le ST elevation, il y a le QTLO, là c'est un peu n'importe quoi, l'onde T comme ça, évidemment, tout le monde ticrait, moi je préfère les formes subtiles. Il y a l'onde Q un peu profonde et large avec une inversion de l'onde T et un ST négatif qui témoigne de l'hypertrophie ventriculaire gauche. Et vous avez la maladie du cœur droit, qui est rare, vous n'en verrez probablement pas dans votre vie, les ondes epsilon. Enfin, c'est sûr que si vous ne les cherchez pas, si ça ne vous amuse pas, bah, faut pas faire d'électrocardiogramme. Hein. Si vous ne savez pas reconnaître une dysplasie, c'est embêtant. En tous les cas, rappelez-vous qu'il n'y a pas d'inversion de l'onde T au-delà de V1, sauf chez catégorie de gens jeunes. Voilà, j'espère que vous avez bien travaillé, que vous aimez cette formation, que vous allez voir les autres vidéos et que je ne vous ai pas trop fatigué. Vous vous reposez, vous essayez de faire la synthèse de tout ça, vous la repassez jusqu'à ce que vous mémorisiez toutes les formes qui contre-indiquent le sport. Et puis, si vous n'y arrivez pas complètement à mémoriser, vous travaillez sur e-cardiogramme ou sur mon livre qui vient de sortir en 2025, le CG de A à Z, c'est prolongation du site internet, 270 pages, la version 2, donc c'est la deuxième édition, et elle est très complète. J'espère qu'elle vous apportera tout ce que vous souhaitez. Et je vous dis donc merci et à bientôt pour de nouvelles vidéos.